Je crois que salué par un superbe soleil, un tout petit peu redoutable, mais je crois que ça va aller aussi très bien pour les projections que nous allons voir. Nous pouvons commencer et donc sans attendre, je donne la parole à Olivier Picard qui va nous entretenir de la pénétration de la monnaie grecque en Asie. Alors, les fouilles d'Aïranoum, dont Paul Bernard nous a entretenu hier, la découverte de très nombreux trésors à Aïranoum, en Afghanistan et dans le Pakistan, en particulier, je songe au trésor de Misrata, découvert tout à fait par hasard, dont on évalue grossièrement, c'est vous dire l'importance de ce trésor, le volume entre 3 et 4 ou 5 tonnes de métaux précieux, sans être capable de donner un catalogue précis et en sachant qu'il y a parmi ces monnaies des noms de rois inconnus qui viennent s'ajouter aux rois que nous connaissons. Ces découvertes ont apporté, d'une part, une source de renseignements exceptionnelle pour l'histoire de l'Orient hellénistique, et d'autre part, et c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui, elles nous apportent, elles nous permettent de reconstituer un modèle de transmission de la monnaie des Grecs à des peuples non grecs. Et ces modèles de transmission, moi je les ai étudiés aussi par exemple entre les Grecs et les Thraces, ou chez les Illyriens, ou chez les Gaulois. Ce sont des modèles très complexes qui fonctionnent de manière différente à chaque fois. Et le modèle est-iranien, si je puis dire, est un modèle particulièrement riche et intéressant. Au départ, rappelons que vers la fin de l'âge du bronze, c'est forcément très imprécis, apparaissent un peu partout ce que l'on appelle des pré-monnaies. La plus célèbre, retenue par les anthropologues, sont les cauris, ces coquillages qui sont utilisés comme pré-monnaies, soit sous forme de coquillages, soit sous forme de répliques en bronze de ces coquillages, mais il y a aussi toutes sortes d'autres objets, en particulier des couteaux, des haches, des tablettes, et ces pré-monnaies sont intéressantes pour nous parce que c'est la monnaie qui a été très longtemps utilisée en Chine, qui s'est contentée de la pré-monnaie pendant des siècles beaucoup plus tard que le monde grec. Et inversement d'ailleurs, la Chine va passer à la monnaie papier bien avant l'Europe, ce qui montre que les successions de systèmes monétaires sont très différents selon les civilisations. L'introduction de la monnaie vers le début du VIe siècle en Asie mineure, et puis très vite ensuite en Grèce, se fait d'une part par la frappe de morceaux de métaux précieux, or, argent, plus tard bronze, qui sont frappés du signe de l'autorité, et cette autorité valide le cours de la monnaie et le contrôle au moyen de la loi. C'est pour ça qu'un des noms de la monnaie, c'est le nomisma, la numismatique, qui veut dire littéralement objet légal. Et pour simplifier, bien sûr, les choses, disons que alors que la pré-monnaie se pèse, la monnaie, elle, se compte. Une drachme vaut une drachme, qu'elle soit un peu usée ou un peu plus lourde, ça n'a aucune espèce d'importance parce que la valeur est garantie par la loi. Et c'est la différence fondamentale. Et alors, cette monnaie du monde grec va pénétrer dans la région qui m'intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire l'Orient achéménide, depuis l'Asie mineure jusqu'à la Mésopotamie, puis le plateau iranien, l'Est iranien, et de là, elle va passer en Inde, et c'est cette évolution que je vais donc étudier. Je distinguerai 5 étapes. La première se situe très tôt, au moment où Cyrus s'empare du royaume de Lydie. Il découvre en même temps la monnaie, et il constate que cette monnaie est un instrument extraordinairement efficace pour faire payer tribut aux peuples vaincus et pour récompenser les guerriers.
Il découvre en même temps le caractère éventuellement pernicieux de la monnaie, car l'officier lydien qu'il charge de prélever le tribut détourne ce tribut pour fomenter une révolte contre les Perses. Et donc la monnaie se révèle à la fois aussi efficace et dangereuse. Et les Perses vont adopter une politique extrêmement précise concernant la monnaie. Ils vont en frapper. Vous voyez les premières monnaies qui sont les chryséides, et puis les monnaies royales frappées à partir de Darius en argent, mais cet argent est frappé uniquement en Asie mineure, et en or, qui représente le grand roi en costume perse, avec une tiare crénelée tenant une arme ou un sceptre. Mais le roi ne peut pas être identifié, son nom n'est jamais indiqué, et les Perses utiliseront d'autres monnayages. En réalité, le grand roi a adapté une politique très restrictive. Il garde la monnaie là où il existait, et il prélève tribut en monnaie en Asie mineure, en Thrace, également à partir de la fin du VIe siècle à Chypre, en Phénicie, mais au-delà de ces régions, il reste au système traditionnel de prélèvement du tribut en nature, sous des formes très variées. À la différence de la cité grecque, et à la différence aussi du roi de Macédoine, le grand roi n'a jamais cherché à faire de la monnaie un symbole politique de l'Empire. La deuxième étape est celle de la conquête d'Alexandre et surtout de l'organisation méthodique du royaume séleucide à partir des années 310-312. Alors, le monnayage d'Alexandre est bien connu, je n'ai pas besoin d'y insister. Ce monnayage, nous en connaissons surtout l'utilisation à partir de la guerre des Diadoques et à partir de l'organisation des différents royaumes hellénistiques. Il sert à payer la flotte, là où il y a une flotte, la flotte est toujours très chère, et il sert également à rémunérer les guerriers. C'est un paiement destiné à l'armée. Au retour de la campagne qui mène Alexandre jusqu'en Inde, où il a battu le roi Poros et ses éléphants, le choix de Babylone comme capitale de l'Empire entraîne l'ouverture d'un atelier monétaire qui sert à l'armée. Au même moment, les textes cunéiformes contemporains nous montrent que désormais l'argent des paiements n'est plus pesé mais compté. C'est vraiment la monnaie. Dans les premiers contacts avec l'Inde, apparaît une image qui symbolisera désormais pour les Grecs la confrontation avec l'Orient indien. Ce sont les éléphants. Je n'ai pas reproduit ici ces monnaies très connues de Poros et d'Alexandre, mais vous avez un tétradrachme de Séleucos. L'usage régulier de la monnaie dans les royaumes, dans la partie orientale, en particulier à Bactre, se fait à partir de la mise en place du pouvoir séleucide par Antiochos Ier, le fils de Séleucos. C'est alors que sont fixées les règles du système monétaire séleucide qui se perpétueront bien au-delà de la domination séleucide. Au droit, le portrait du roi, et au revers, une image de divinité. Alors, attendez. Oui, en fait, je vais revenir en arrière. Non, ça. Donc, au droit, le portrait du roi, et au revers, une image de divinité.
Alors, la fouille à Iranoum, je n'ai pas besoin de le redire, Paul Bernard nous l'a montré, a révélé une image caractéristique de ces villes nouvelles. Rappelons aussi que lors de son expédition orientale, Séleucos était entré en contact avec le roi Maurya Chandragupta, qui avait repris possession des territoires indiens conquis par Alexandre, et que le traité de paix négocié vaut à Séleucos d'obtenir 500 éléphants qu'il représentera fièrement sur ses monnaies. On attribue à l'Empire Maurya, en Inde, l'utilisation de lingots de forme carrée, rectangulaire ou octogonale, qui ne sont pas frappés, mais coulés en un argent d'aloi très variable ou en bronze, et qui portent plusieurs petites estampilles représentant des images diverses. C'est la forme de pré-monnaie utilisée dans la région. La troisième étape est marquée par la sécession, si je puis dire, de la Bactriane et la conquête de l'Inde du Nord-Ouest. Plusieurs historiens anciens nous apprennent que vers 250, Diodotos, qui gouvernait la province, rejette l'autorité des Séleucides. Il est probable que la poussée des Parthes explique très largement ce phénomène et qu'il se proclame Basileus. Son mouvement est contemporain de l'action d'Arzakès en Parthienne. La Bactriane n'aura plus désormais de contact avec les Séleucides que lors de la brève expédition d'Antiochos le Grand en 208. Les guerriers macédoniens de Bactriane sont donc seuls maîtres de leur destin. Ils sont en marge, pour ne pas dire en dehors du champ de l'historiographie hellénistique, et M. Paul Bernard nous a montré hier qu'ils entreront un peu plus tard dans l'historiographie chinoise, et les monnaies sont pratiquement notre seule source pour reconstituer cette histoire. Curieusement, la sécession de la Bactriane se traduit par un développement considérable du volume du monnayage. L'atelier de Bactre avait été un atelier modeste. Désormais, nous voyons apparaître quantité de monnaie. Et cette multiplication du monnayage va de pair avec un phénomène que vous pouvez lire ici sur les monnaies. Vous avez l'image du premier roi, Démétrios, qui s'est coiffé d'une dépouille d'éléphant, ce qui marque toujours dans ce monnayage un contact avec l'Inde. Et au revers, Héraclès qui se couronne, Héraclès parfaitement reconnaissable à sa massue. Et sur certains de ces bronzes, Hermès, le caducée, et à nouveau l'éléphant. Curieusement aussi, l'historiographie nous montre que face à Démétrios, nous voyons apparaître d'autres rois. Le plus important, dont vous avez vu l'image hier, est évidemment cet Eucratides, qui proclame sa divinité en mettant sur son casque des oreilles et une corne de taureau, et qui fait figurer au revers les Dioscures, qui est surtout l'inventeur c'est le graveur, l'inventeur d'une nouvelle présentation des monnaies. Au lieu que la monnaie soit en 2 ou éventuellement 4 lignes, elle est à l'horizontale de gauche à droite, Eucratidou en bas, et à l'exergue, et en haut, la légende forme un arc. Alors, si vous observez bien ces traces ici sur la monnaie, vous constaterez que Basileus avait d'abord été gravé horizontalement au-dessus, Basileos avait été gravé au-dessus de Eucratidou. Et puis, la politique a changé et on a décidé de graver cette arche avec le titre de Basileos Mégalo. C'est une spécificité
de l'atelier de Bactriane. Je ne connais pas de disposition de la légende telle qu'elle sur d'autres ateliers hellénistiques. Et inversement, cette particularité va se maintenir jusqu'à la fin du monnayage de tradition grecque. Les succès de Cratides en Inde sont à mettre en relation avec la répartition de son monnayage en deux groupes successifs. Le premier s'inscrit dans la tradition bactrienne, c'est celle que vous avez sous les yeux, avec cette pièce extraordinaire qui vaut 20 statères d'or, c'est-à-dire 400 drachmes, la solde annuelle d'un cavalier. Mais c'est probablement plus une pièce destinée à des cadeaux royaux, parce que c'est une pièce absolument extraordinaire. Et l'autre forme de monnaie est une légende de forme indienne, et ces monnayages se retrouvent aussi chez d'autres rois. Vous avez ici des bronzes qui sont non pas ronds et qui ne suivent pas le modèle le poids des monnaies de bronze antérieures, et qui sont écrites en deux langues et en deux alphabets, en deux écritures, en grec et en écriture kharoshthi dans une langue indienne. Ces monnaies indiennes avaient probablement été introduites par quelqu'un dont nous savons qu'il avait été le rival de Cratides, et dont les monnaies sont surtout connues à Taxila, qui est certainement maître d'un royaume dans l'Inde du Nord-Ouest, et qui est Ménandros, le seul souverain connu par la tradition indienne. Vous constaterez que Ménandros a adopté cette position de la légende dans deux directions, et qu'il a une divinité grecque, une Athéna Alkidémos au revers, et qu'il utilise les deux écritures grecques et kharoshthi. À mon avis, nous avons affaire à deux systèmes monétaires différents. Ces monnaies n'ont pas le même poids, elles n'ont pas la même valeur, elles sont donc destinées à deux catégories de personnes différentes. Et comme ces monnayages hellénistiques sont essentiellement des monnayages qui servent à payer les guerriers, j'irais jusqu'à proposer l'hypothèse qu'il y avait deux sortes de troupes avec deux soldes différentes et qui se reconnaissaient immédiatement. Je ne suis pas absolument sûr que les gens qui percevaient ces monnaies savaient lire le grec et le kharoshthi. Je suis sûr que la différence d'alphabet permettait immédiatement de reconnaître que l'on avait affaire à deux monnayages différents et que ces pièces n'avaient pas la même valeur. Avec ces monnaies d'argent, Ménandre frappe un monnayage de bronze abondant, de forme carrée et non pas ronde, avec tantôt avec des images qui sont d'ailleurs très souvent des images de tradition grecque. Vous reconnaissez la tête de l'éléphant, la tête de bœuf, un trépied et toutes sortes d'images de ce genre. De la sécession de la Bactriane aux trois basileuses qui se disputent les terres de l'Inde dans les années 180-150, la succession des rois est connue. Elle nous a été rappelée par Paul Bernard hier. De la mort de Cratides vers 145 à la fin des dernières personnes signant leur monnaie en grec en tant que basileuses, ce qui se produit dans les années 80, 60, 50, la chronologie précise est difficile à établir. Nous connaissons plus de 26 noms, et les trouvailles apportent régulièrement des noms nouveaux.
je ne crois pas que l'on puisse considérer que nous ayons affaire à une véritable dynastie. Nous avons affaire plutôt à des pouvoirs rivaux, à des chefs de troupes qui prennent le titre de basileus, qui se battent entre eux, qui se battent contre les Indiens, qui se battent contre les occupants de la Bactriane, qui se disputent une situation extrêmement troublée. Sur les monnaies, ces basileus restent fidèles aux traditions grecques, même si la dimension indienne de leur armée et de leur monnayage est régulièrement présente. Alors, je passe très rapidement, j'insiste simplement sur deux choses. Ici, nous avons un roi Dikaios, non, pardon, le roi... le roi est Agathoclès, qui a le titre de Dikaios, titre d'autant plus utile qu'il était peut-être usurpateur, et qui reprend, qui affirme son attachement à la tradition grecque en reprenant l'image d'Alexandre, et qui va distinguer la position d'Alexandre et la sienne en mettant comme titre non pas Basileus, mais Basileontos, roi régnant, tandis que Alexandre est le roi par excellence. Et incontestablement, Basileontos est un participe présent formé de façon tout à fait correcte. L'utilisation du grec sur la monnaie est tout à fait correcte. Ça n'est pas tout à fait dans le cas pour la gravure de Alessandrou, où nous avons non pas un xi, mais deux sigma. Et à côté des monnaies indiennes que nous avons déjà vues. Vous voyez la différence entre ces deux monnayages qui n'ont pas le même poids, qui n'ont pas la même valeur. L'image est exactement la même, mais l'écriture est différente. Et sur ces monnaies, désormais, le roi s'affirme tout le temps comme un roi cavalier. Et ces images de roi cavalier nous présentent notamment le roi tenant une lance et ayant également derrière lui, alors ça ne se voit pas très bien sur cette monnaie, c'est plus net sur celle-ci, le grand étui à arc et à flèche que vous nous avez montré hier, qui montre que nous sommes dans un système guerrier différent. Le roi s'affiche d'abord comme cavalier, et comme cavalier à la fois lancier et archer, ce qui est quand même extrêmement significatif. La pénétration de la monnaie dans l'Inde du Nord-Ouest s'accompagne donc de l'adoption de techniques et d'un étalon nouveau, ce qui est signifié à l'utilisateur, c'est indispensable. Vous savez, le propre de l'utilisateur, encore aujourd'hui, c'est qu'il reconnaît immédiatement la monnaie sans être capable de la décrire. Et l'utilisateur reconnaît immédiatement, notamment par les variantes d'alphabet, qu'il a affaire à des monnayages précis. Ce temps des rois grecs va changer avec la progression de peuples envahisseurs, et on assiste dans une quatrième période à l'apparition, au développement de la monnaie de petits royaumes cavaliers, indo-grecs, nous en avons déjà parlé, indo-scythes et indo-parthes. C'est une période, à partir du début du 1er siècle, extrêmement confuse dans l'histoire de la Bactriane comme dans l'histoire du Gandhara. Et on voit apparaître donc ces souverains, ces rois, baptisés d'indo-scythes et d'indo-parthes, dont l'histoire n'a pu être reconstruite qu'à partir des monnaies, et dont les noms, enfin ces groupes se distinguent par la forme du nom de leur titulaire.
avons très peu de renseignements, encore une fois, sur eux. Les Indocites apparaissent au début du 1er siècle avant Jésus-Christ au Gandhara. Ils n'apparaissent pas en Bactriane, et 7 noms ont permis de baptiser le groupe. Ils frappent des monnaies d'argent, des talons indiens et de bronze. Au droit des monnaies, ils abandonnent d'emblée le portrait royal pour une image du roi, personnage trônant, et puis ensuite du cavalier, tel que vous le voyez sur cette pièce. Et le cavalier avec un long manteau, son étui à flèche et différentes armes. Ce roi peut tenir, en dehors de l'arc, une lance, une hache ou le fouet à lamière, qui ne sont pas simplement des armes de guerre, j'emprunte cette expression à ma voisine, mais des régalias. Le roi porte une cuirasse faite de petites plaques cousues, et selon le principe des monnayages hellénistiques, on trouve au revers le dieu protecteur qui change selon le souverain. Vous avez un Zeus, vous avez une Nike et probablement une autre forme de Nike. Le plus important, mais le plus énigmatique, ce sont ces marques qui devraient permettre d'ailleurs, plutôt, si on arrivait à les identifier, de reconnaître l'origine de la monnaie, l'endroit où ces monnaies sont frappées. Vous voyez plusieurs images de ces rois cavaliers. J'attire votre attention sur cette image de Zeus portant le foudre. Zeus a l'air assez joyeux. Et portant le foudre, nous verrons une autre image de Zeus portant l'aigle et une Athéna Alkidémos. Nous avons affaire, pour ces souverains scythes, à des dieux qui sont parfaitement grecs. Les bronzes présentent une iconographie plus variée, je passe très rapidement. J'ai été très séduit par cette image de roi trônant sur ses coussins qui n'a rigoureusement rien de grec, mais l'éléphant est à nouveau là, le chameau ou le bœuf bossu et le roi cavalier que l'on retrouve. Les références aux monnayages antérieurs se voient à la fois dans le monnayage et, bien entendu, dans les trésors. Vous avez ici une monnaie que je vous ai déjà montrée de Démétrios, et vous avez ici une monnaie du roi Maouès, qui est le premier de ces Indocites. Eh bien, il est évidemment difficilement contestable que le graveur des monnaies de Mavès ait connu les monnaies de Démétrios, qui sont d'un siècle antérieur. Ça n'exclut pas qu'elles aient continué à circuler, mais cela montre que... Alors, je n'oserais pas dire qu'une institution de la monnaie s'était maintenue et gardait le souvenir de ces pièces, mais il y avait probablement chez les artisans un savoir, une mémoire de ce qui avait été fait, qui explique ces reprises, qui sont très nombreuses. Celle-ci est la plus caractéristique, mais elles sont très nombreuses. Et de même, autre image, je vous avais présenté tout à l'heure ce Zeus un peu rigolard, il reprend très exactement l'image d'un roi antérieur, qui présente évidemment une image beaucoup plus solennelle, mais incontestablement, cette deuxième image, beaucoup plus récente, dérive de la précédente. Cette période prend fin avec le développement de l'Empire couchant au début du 1er siècle après Jésus-Christ. Les couchants sont une composante de ces Wechi que M. Paul Bernard nous a présentés hier. Au tournant de notre ère, il frappe monnaie, il commence à frapper monnaie et il conquiert le nord-ouest de l'Inde où ils vont fonder un des grands empires indiens. On ne peut pas ne pas établir de relation entre le début du monnayage et ses conquêtes.
c'est forcément l'instrument de l'autre. Et le premier de ces souverains nous présente une légende tout à fait extraordinaire. Alors, vous voyez le grand étui ici, vous avez l'image du cavalier qui remontait au roi Indocite, avec la victoire derrière. Ah, non. Voilà. Et c'est la légende qui est extraordinaire. Je vous rappelle que cet homme est le descendant des Wechi, donc qui arrivent des confins de l'Empire chinois et qui sont en relation qui ont été en relation avec les premiers Han un siècle plus tôt. Cet homme commence à frapper monnaie. Il utilise cette monnaie pour payer un certain nombre de guerriers. Ces guerriers ont l'habitude de recevoir une monnaie à la grecque. Eh bien, notre souverain va mettre une légende à la grecque, et pas n'importe quelle légende, Tyranneontos, et puis son nom. Donc, aussi, à ma connaissance, c'est le seul exemple de monnaie grecque où l'autorité s'énonce comme exerçant la tyrannie. Tyranneontos. Je ne suis pas absolument sûr que notre souverain a la tête par ailleurs tout à fait caractéristique, je ne reviens pas là-dessus, Paul Bernard nous en a parlé hier, je ne suis pas absolument sûr que notre souverain couchant ait parlé un grec parfait, mais il avait parmi ses conseillers quelqu'un qui lui a dit « Majesté, Seigneur, je ne sais pas, si vous voulez frapper monnaie, il faut qu'elle soit à la grecque. » Alors, il ne se voulait pas proclamer basileuse, je ne sais pas pourquoi, et quelqu'un était suffisamment lettré dans son entourage pour dire que, après tout, Tyranneontos pourrait faire une forme tout à fait acceptable. Alors, nous arrivons à la fin de l'exposé, je passe très rapidement. Les monnaies suivantes des couchants montrent une très forte influence romaine, avec à gauche une monnaie qui rappelle beaucoup le portrait d'Auguste et un personnage qui est assis sur une chaise curule. Ici, nous retrouvons des thèmes que nous avons vus, mais c'est la dernière fois, sous le souverain suivant, à partir de Kanishka. Kanishka, dont je vous rappelle qu'il règne à l'époque d'Adrien et qu'il a eu des relations diplomatiques avec les Romains, nous avons une monnaie qui présente toutes les caractéristiques techniques et légales, si je puis dire, de la monnaie. L'image de l'autorité, une monnaie frappée, le souverain, un dieu, etc., mais qui n'a évidemment plus rien de grec. Nous utilisons une légende uniquement locale, des thèmes locaux. Kanishka s'est converti au bouddhisme. La monnaie grecque est arrivée à l'intérieur de l'Asie mineure. Mon sujet est terminé et j'ai essayé de vous montrer quelles étaient les difficultés qu'il avait fallu franchir pour y arriver.